Dans la lumière tamisée de la salle de cérémonie, Théo sentit son cœur battre à tout rompre. Il serrait son diplôme si fort que ses jointures blanchissaient, tandis que les cris de son père, Marc, résonnaient encore à ses oreilles, déchirant l'air comme une blessure ouverte. Quelques instants plus tôt, 2 agents de sécurité avaient surgi, leur visage froid comme la pierre, pour expulser Marc de la remise des diplômes de son fils gay. La salle, ornée de drapeaux tricolores et de fleurs blanches, vibrait encore des applaudissements des familles et des étudiants de l'Université de Lyon. Théo, 22 ans, venait de recevoir son diplôme en littérature, un rêve qu'il avait caressé depuis l'enfance, dans les ruelles pavées de son quartier ouvrier. À ses côtés, Julien, son petit ami, lui serrait la main, ses yeux noirs brillant d'une fierté silencieuse. Mais ce moment de triomphe s'était effondré lorsque Marc, vêtu de son vieux blouson de vétéran, avait été traîné vers la sortie par les agents, sous les regards choqués des invités. « Vous n'avez pas le droit !» hurla Marc, sa voix rauque de ceux qui ont trop vu la guerre. « C'est mon fils. » Les agents, un homme et une femme, la trentaine, ne fléchirent pas. L'homme, au visage anguleux, répondit d'un ton sec, « Monsieur, vous causez un trouble. Sortez immédiatement. » La femme, plus jeune, ajouta avec un mépris à peine voilé, « Vous devriez être content qu'on vous laisse encore entrer ici. » Théo lâcha son diplôme et s'élança vers son père, mais Julien le retint doucement. « Attends, Théo, ne rends pas les choses pires, » murmura-t-il, bien que sa voix tremblait de colère. Les larmes montèrent aux yeux de Théo. Il voyait son père, cet homme qui avait survécu au champ de bataille, se faire humilier devant tout le monde, simplement parce qu'il avait osé défendre l'amour de son fils. Mais alors, un grondement sous-remplit la salle. 6 silhouettes massives, vêtues de costumes sombres mais impeccablement taillés, firent irruption par les portes principales. Des SLS, des soldats d'élite américains, dont la présence semblait presque irréelle dans cette cérémonie universitaire française. Leur chef, une femme d'une 40aine d'années nommée Claire, aux cheveux blonds coupés courts et au regard d'acier, s'avança. « Laissez cet homme tranquille », ordonna-t-elle en français, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Les agents s'immobilisèrent, déconcertés. La foule retint son souffle. Théo, Julien et Marc se tournèrent vers ces inconnus, ignorant pourquoi ils étaient là, mais sentant une lueur d'espoir percer l'obscurité. Qui étaient ces SLS? Et pourquoi risquaient-ils tout pour intervenir dans un moment aussi personnel? Marc n'avait jamais été un homme de mots. Ancien soldat ayant servi dans des missions en Afrique et au Moyen-Orient, il portait ses blessures comme des médailles invisibles. Ses cheveux grisonnants, ses mains calleuses et les cicatrices qui barraient son visage racontaient une histoire que peu pouvaient comprendre. Mais pour Théo, son père était un héros, même s'il avait toujours été distant, enfermé dans un silence que la guerre lui avait imposé. Théo, lui, était différent. Sensible, rêveur, il avait grandi avec les poèmes de Baudelaire et les romans de Proust, trouvant refuge dans les mots là où son père trouvait du réconfort dans la discipline. Quand Théo avait révélé à Marc, à l'âge de 17 ans, qu'il était gay, son père avait réagi avec une colère muette, non pas contre lui, mais contre un monde qu'il ne comprenait plus. Pourtant, au fil des années, Marc avait appris à aimer son fils tel qu'il était, même si cela signifiait affronter ses propres démons. Julien, quant à lui, était entré dans la vie de Théo comme une tempête douce. Étudiant en architecture, il avait ce charisme tranquille qui attirait les regards, mais il n'avait Dieu que pour Théo. Leur relation, née dans un café du Vieux-Lyon sous une pluie d'automne, était devenue le pilier de leur vie. Mais elle avait aussi attiré les jugements, les murmures, et parfois, comme aujourd'hui, la violence. Ce jour-là, la cérémonie de remise des diplômes devait être un moment de joie. Théo avait travaillé dur, surmontant les doutes et les regards en coin de certains camarades. Marc, malgré ses réticences à se mêler aux foules, avait insisté pour être présent. « Je veux te voir réussir, fiston », avait-il dit, une rare lueur de tendresse dans les yeux. Mais tout avait basculé quand un groupe de parents conservateurs, outrés par la présence ouvertement affichée de Théo et Julien, avait signalé Marc aux autorités de l'université. Ils l'accusaient de « comportement perturbateur », une excuse vague pour masquer leur intolérance. Les agents, suivant des ordres stricts, n'avaient pas hésité à intervenir, ignorant les protestations de Marc. Les 6 SEALS formaient une unité impressionnante. Claire, leur chef, était une femme d'action, avec une carrière marquée par des missions à haut risque. À ses côtés, il y avait Ethan, un tireur d'élite au regard perçant, et Cha, une experte en explosifs à la démarche féline, Lucas, un colosse spécialisé en combat rapproché, Mei, une stratège d'origine chinoise-américaine, et Ravière, un médecin de terrain dont le calme contrastait avec l'intensité de ses camarades. Ils étaient en France pour une mission confidentielle, mais quelque chose dans cette scène, l'injustice criante, les avait poussés à agir. Claire s'avança vers les agents, son autorité naturelle imposant le silence.
Vous faites erreur, dit-elle, son accent américain légèrement teinté par des années passées à l'étranger. Cet homme est ici pour son fils. Vous n'avez aucun motif valable pour l'expulser. L'agent masculin, visiblement irrité, croisa les bras. Et vous êtes qui pour donner des ordres? Demanda-t-il, méfiant. Claire esquissa un sourire froid. Quelqu'un que vous ne voulez pas contrarier. Théo, toujours figé près de Julien, murmura « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils là ?» Julien secoua la tête, tout aussi perdu. Marc, libéré par les agents qui reculaient sous le regard des SEALS, s'approcha de son fils. « Je suis désolé, Théo, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne voulais pas gâcher ton jour. »« Tu n'as rien gâché, papa, » répondit Théo, les larmes aux yeux. « C'est eux. » Mais la tension dans la salle ne faisait que commencer. Les parents qui avaient dénoncé Marc s'agitèrent, certains criant des insultes, d'autres exigeant des explications. Les SEALS, impassibles, formèrent un cercle protecteur autour de Théo, Julien et Marc. Claire échangea un regard avec ses coéquipiers. Ils savaient que leur intervention allait au-delà d'une simple altercation. Ils avaient vu quelque chose dans cette famille, une lutte pour l'amour et l'acceptation qui résonnait avec leur propre combat. Alors que la foule se dispersait sous la supervision des SEALS, Claire s'approcha de Marc. « Vous êtes Marc Dubois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Marc fronça les sourcils, méfiant. « Comment vous connaissez mon nom ?» Elle hésita, puis répondit « Disons que nous avons un ami commun. Quelqu'un qui nous a parlé de vous et de votre fils. » Théo et Julien échangèrent un regard perplexe. Un ami commun? Marc n'avait jamais mentionné de lien avec des soldats américains, encore moins des SEALS. Mais avant que quiconque puisse poser plus de questions, Claire ajouta « Nous devons parler. » En privé. Ils se retirèrent dans une salle annexe, loin des regards indiscrets. Là, Claire révéla une vérité qui allait changer le cours de leur vie. Marc, sans le savoir, avait sauvé la vie d'un officier américain lors d'une mission conjointe en Afghanistan des années plus tôt. Cet officier, aujourd'hui haut placé, avait appris ce qui se passait à Lyon et avait demandé aux SEALS, déjà en France, d'intervenir discrètement. Mais ce n'était pas tout. L'officier avait aussi découvert une menace plus grande. Un groupe extrémiste local, opposé aux droits LGBT, avait infiltré l'université et cherchait à faire de la cérémonie un symbole de leur intolérance. L'expulsion de Marc n'était qu'un prétexte. Leur véritable cible était Théo. La salle annexe, aux murs ornés de boiseries anciennes, semblait étrangement silencieuse après l'agitation de la cérémonie. Théo, Julien et Marc s'assirent autour d'une table ronde, encore sous le choc des révélations de Claire. Les SEALS, toujours vigilants, prirent position près des portes et des fenêtres, leurs yeux scrutant chaque recoin comme s'ils s'attendaient à une attaque imminente. L'atmosphère était lourde, saturée d'une tension que Théo pouvait presque toucher. « Vous dites que quelqu'un veut me faire du mal ?» demanda Théo, sa voix tremblante. Ses mains serraient celles de Julien, cherchant un ancrage dans ce tourbillon d'informations. Claire, assise en face de lui, hocha la tête gravement. « Pas seulement vous, Théo. Ce groupe, les Fils de l'Ordre, cherche à envoyer un message. Votre histoire, votre relation avec Julien, votre réussite ici à l'université, les met en rage. » Marc tapa du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Qui sont ces gens? Et pourquoi mon fils ?» Sa voix, bien que toujours rauque, portait une colère contenue, celle d'un homme prêt à tout pour protéger sa famille. Ethan, le tireur d'élite, s'avança. Les Fils de l'Ordre sont une faction extrémiste, cachée sous des airs respectables. Ils se présentent comme des défenseurs des traditions, mais en réalité, ils ciblent les minorités, en particulier la communauté LGBT. Ils ont des connexions dans plusieurs institutions, y compris ici, à Lyon. Julien fronça les sourcils. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pendant la cérémonie? Escha, l'experte en explosifs, répondit d'une voix posée mais ferme. Parce que c'est symbolique. Votre diplôme, Théo, représente tout ce qu'il déteste. Un jeune homme gay qui réussit, qui est aimé, qui est visible. Ils veulent faire de vous un exemple. Théo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait toujours su que son amour pour Julien attirait des regards hostiles, mais il n'avait jamais imaginé être la cible d'un complot organisé. Julien, lui, serra sa main plus fort. « Ils ne te toucheront pas, Théo. Pas tant que je suis là. » Marc, silencieux jusque-là, se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dehors, où la lumière du soir peignait les toits de Lyon d'une teinte dorée. « Vous parlez d'un officier américain que j'aurais sauvé, » dit-il enfin, sans se retourner. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais contacté? Et comment savez-vous tout ça ?»
Claire échangea un regard avec ses coéquipiers avant de répondre. L'officier s'appelle Daniel Carter. Lors d'une mission en Afghanistan en 2005, votre unité française a couvert son équipe lors d'une embuscade. Vous avez personnellement tiré Carter d'un véhicule en flammes. Il n'a jamais oublié. Mark se raidit. Il se souvenait de cette nuit-là, une nuit où le sable semblait brûler et où les cris de ses camarades hantaient encore ses cauchemars. Mais il n'avait jamais cherché à savoir ce qu'étaient devenus les hommes qui l'avaient sauvé. Pour lui, c'était juste son devoir. Carter est maintenant un haut gradé du renseignement américain, poursuivit Claire. Il a eu vent des activités des fils de l'ordre grâce à des informateurs. Quand il a appris que vous, Mark, et votre fils étiez impliqués, il nous a envoyés ici. Officiellement, nous sommes en France pour une mission d'entraînement. Officieusement, nous sommes là pour vous protéger. Théo sentit son cœur se serrer. Protéger? Vous pensez qu'ils vont vraiment nous attaquer? May, la stratège, prit la parole. Ils ne s'arrêteront pas à une simple expulsion. Nous avons intercepté des communications suggérant qu'ils préparent quelque chose de plus grand. Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Le silence qui suivit fut pesant. Théo regarda son père, puis Julien, puis les SEALS. Ces étrangers, venus d'un autre continent, risquaient leur carrière, voire leur vie, pour eux. Pourquoi? Il posa la question à voix haute, incapable de retenir sa curiosité. Ravière, le médecin de l'équipe, répondit avec un sourire triste. Parce que nous savons ce que c'est que d'être jugé pour qui on est. Certains d'entre nous, il hésita, jetant un coup d'œil à Claire, qui hocha subtilement la tête. Disons simplement que nous avons nos propres histoires. Théo comprit immédiatement. Ces soldats, sous leurs airs invincibles, portaient eux aussi des blessures invisibles, des luttes personnelles. Peut-être étaient-ils là non seulement par devoir, mais aussi par empathie. Mark, toujours près de la fenêtre, se retourna enfin. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il, sa voix plus calme mais toujours empreinte de détermination. « Je ne vais pas laisser ces salauds s'en prendre à mon fils. » Claire se leva, son regard brillant d'une résolution farouche. « Nous allons les arrêter. Mais nous avons besoin de votre aide. Marc, vous connaissez Lyon, ses rues, ses recoins. Et Théo, Julien, vous connaissez l'université. Si nous voulons déjouer leur plan, nous devons travailler ensemble. » Julien, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Je veux aider. Mais je veux aussi comprendre. Qui sont vraiment ces fils de l'ordre? Et comment ont-ils autant de pouvoir ici ?» Lucas, le colosse, répondit avec un grognement, « Ils ont des appuis. Des gens haut placés, des donateurs anonymes. Ils se cachent derrière des façades respectables, mais nous avons des pistes. Une réunion est prévue demain soir, dans un entrepôt abandonné près de la Saône. C'est là que nous frapperons. » La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville d'un voile d'étoiles et de silence. Théo et Julien, installés dans leur petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, ne trouvaient pas le sommeil. Les révélations des SEALS tournaient en boucle dans leurs esprits. Théo, assis sur le canapé, triturait nerveusement une mèche de ses cheveux bouclés. « Tu crois qu'on peut leur faire confiance » demanda-t-il à Julien, qui préparait du thé dans la cuisine minuscule. Julien posa 2 tasses fumantes sur la table basse et s'assit à côté de lui. « Je ne sais pas, Théo. Ils ont l'air sincères, mais des SEALS américains qui surgissent comme ça semble trop gros. » Il passa un bras autour des épaules de Théo, le serrant contre lui. « Mais s'ils disent la vérité, on ne peut pas ignorer cette menace. » Théo hocha la tête, mais son regard restait perdu dans le vide. Il pensait à son père, seul dans son appartement à Vaux-en-Velin, probablement en train de ruminer les événements de la journée. Marc avait toujours été un roc, mais Théo voyait maintenant les fissures dans son armure. « Papa ne mérite pas ça, » murmura-t-il. « Il a tout sacrifié pour moi. » Julien embrassa doucement son front. « On va s'en sortir. » Ensemble. Pendant ce temps, dans un hôtel discret près de la gare de Perrache, les SEALS planifiaient leur prochaine étape. Claire, penchée sur une carte de Lyon, traçait des cercles autour d'un entrepôt abandonné près de la Saône. « C'est là qu'ils se réunissent, » dit-elle à son équipe. « Nos informateurs confirment que les fils de l'ordre préparent une action contre Théo et d'autres étudiants LGBT de l'université. » Ethan, nettoyant son arme avec une précision méthodique, demanda « Quel genre d'action ?» Claire soupira. « Quelque chose de public. Peut-être une attaque lors d'un événement universitaire, ou pire, une campagne de harcèlement ciblé. Ils veulent faire peur, briser des vies. » Escha, qui vérifiait son équipement, ajouta « Ils ont des connexions dans la police locale. C'est pour ça que les agents ont agi si vite contre Marc. »
Quelqu'un tire les ficelles en haut lieu. Le lendemain matin, Marc retrouva Théo, Julien et les SEALS dans un café discret près de la place Bellecour. L'ambiance était tendue, mais Marc semblait plus déterminé que jamais. « Dites-moi ce que je dois faire », lança-t-il à Claire, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Je ne suis plus en service, mais je connais encore quelques trucs. » Claire esquissa un sourire. « On a besoin de vous pour nous guider dans la ville. Vous avez grandi ici, vous connaissez les raccourcis, les cachettes. Et Théo, Julien, vous pouvez nous aider à infiltrer l'université sans attirer l'attention. » Théo fronça les sourcils. « Infiltrer? Vous voulez qu'on espionne nos propres profs ?» May, la stratège, répondit « Pas tous. Mais nous avons des raisons de croire que certains membres du personnel sont complices des fils de l'ordre. Ils passent des informations, facilitent leurs actions. » Julien, plus pragmatique, hocha la tête. « D'accord. On peut parler à des amis, voir s'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Mais il nous faut un plan concret. » Le plan, comme l'expliqua Claire, était audacieux mais risqué. Les SEALS infiltreraient la réunion des fils de l'ordre ce soir-là, avec l'aide de Marc pour naviguer dans les ruelles de Lyon. Théo et Julien, de leur côté, chercheraient des indices dans les bureaux administratifs de l'université, où des documents pourraient révéler l'identité des complices. « Pas d'armes pour vous deux », précisa Claire. « Vous restez en sécurité. » Marc grogna. « Et moi ?» Claire lui tendit un gilet pare-balles. « Vous venez avec nous. Mais vous suivez mes ordres. » La nuit était froide, et les rues humides de Lyon brillaient sous les réverbères. Marc guidait les SEALS à travers les traboules, ces passages secrets qui reliaient les immeubles du vieux Lyon. Claire et son équipe, équipés de matériel discret, avançaient en silence, leurs pas résonnant à peine sur les pavés. L'entrepôt abandonné se dressait au bord de la Saône, ses murs couverts de graffitis et ses fenêtres brisées. À l'intérieur, une lumière tamisée filtrait à travers les vitres crasseuses. Ethan, posté en surveillance, murmura dans son oreillette, une douzaine d'hommes à l'intérieur. Armes légères, mais ils sont organisés. Claire hocha la tête. On entre par l'arrière. Marc, vous restez en retrait. Marc serra les dents mais obéit. Il n'était plus le jeune soldat d'autrefois, mais son instinct de combat était intact. Pendant ce temps, à l'université, Théo et Julien s'étaient glissés dans le bâtiment administratif, utilisant une clé empruntée à un ami gardien. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, et chaque craquement les faisait sursauter. « Si on se fait prendre, on est foutu », murmura Julien. Théo, fouillant un tiroir, répondit « On n'a pas le choix ». Ils trouvèrent enfin un dossier marqué « Confidentiel ». À l'intérieur, des listes de noms, dont celui de Théo, accompagnés de commentaires haineux et de plans pour neutraliser les étudiants LGBT influents. Julien sentit la nausée monter. « Ces gens sont malades », murmura-t-il. Dans l'entrepôt, l'atmosphère était étouffante. Les fils de l'ordre, une quinzaine d'hommes masqués, discutaient à voix basse autour d'une table jonchée de cartes et de documents. Claire, Ethan et Escha s'étaient glissés à l'intérieur par une porte dérobée, tandis que Lucas, May et Ravière surveillaient les issues. Marc, posté à l'extérieur, sentait son cœur battre à tout rompre. Il n'avait pas ressenti cette adrénaline depuis des années. À l'intérieur, Claire capta des bribes de conversation. Le gala de charité de l'université parfait pour frapper fort Théo Dubois doit être le premier. Elle serra les poings. Ces hommes planifiaient une attaque lors du gala annuel, un événement où Théo devait prononcer un discours en tant que diplômé d'honneur. Ethan, à ses côtés, murmura « On peut les neutraliser maintenant ». Mais Claire secoua la tête. « Pas encore. On a besoin de preuves pour les faire tomber définitivement. » Elle activa une caméra miniature, enregistrant les visages et les voix des conspirateurs. Soudain, un craquement résonna à l'arrière de l'entrepôt. Un des hommes, alerté, dégaina une arme. « Qui est là » cria-t-il. Claire jura à voix basse. Leur couverture était compromise. À l'université, Théo et Julien continuaient de fouiller les dossiers. Ils découvrirent des courriels échangés entre un professeur d'histoire, M. Lefebvre, et un certain commandant, mentionnant des financements pour les fils de l'ordre. « Lefebvre » s'exclama Julien. « C'est lui qui m'a donné des cours l'an dernier. Il semblait si normal. » Théo, le visage blême, feuilletait les documents. « Ce n'est pas tout. Regarde. Ils ont des photos de nous, de nos sorties ensemble. Ils nous surveillent depuis des mois. » La peur s'empara de lui, mais il la repoussa. « On doit prévenir les SEALS. » Julien sortit son téléphone, mais avant qu'il puisse composer un numéro, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Lefebvre se tenait là,
un sourire narquois sur le visage. « Vous n'auriez pas dû fouiller ici, les garçons, » dit-il, une arme à la main. Dans l'entrepôt, la situation dégénéra rapidement. Les fils de l'ordre, réalisant qu'ils étaient infiltrés, ouvrirent le feu. Claire et son équipe ripostèrent avec une précision chirurgicale, neutralisant plusieurs hommes sans les tuer. Marc, incapable de rester en retrait, força l'entrée et se retrouva face à face avec un des leaders, un homme au regard glacial nommé Victor. « Vous ne comprenez pas, » cracha Victor. « Nous protégeons la France, ses valeurs. » Marc, les poings serrés, répondit « Les valeurs, c'est l'amour de mon fils. Vous ne le toucherez pas. » Au même moment, à l'université, Théo et Julien étaient acculés. Lefebvre, sûr de lui, s'avançait lentement. « Vous pensiez pouvoir nous arrêter » ricana-t-il. Mais avant qu'il puisse tirer, une ombre surgit derrière lui. C'était Lucas, qui avait suivi une intuition et rejoint les deux jeunes hommes. D'un mouvement rapide, il désarma Lefebvre et le plaqua au sol. « Vous allez bien » demanda-t-il, essoufflé. Théo hocha la tête, encore sous le choc. Julien, tenant les documents, murmura « On a ce qu'il faut pour les faire tomber ». Les documents récupérés par Théo et Julien étaient une mine d'or. Nom, date, lieu, et même des preuves de transfert d'argent vers les fils de l'ordre. Lucas, après avoir ligoté Lefebvre, envoya un message crypté à Claire. « On a ce qu'il faut. Extraction immédiate. » Dans l'entrepôt, la situation était sous contrôle. Les SELS avaient neutralisé la plupart des conspirateurs, et Claire avait sécurisé les enregistrements. Mais Victor, le leader, avait réussi à s'échapper par une issue dérobée. « Il va prévenir les autres », grogna Ethan, frustré. Claire hocha la tête. « On doit agir vite. Le gala est dans 2 jours. » Marc, encore essoufflé par l'altercation, s'approcha de Claire. « Mon fils est en sécurité. » Elle le rassura, « Lucas est avec eux. Ils ont trouvé des preuves. On va mettre ces types hors d'état de nuire. » Mais Marc n'était pas convaincu. Il connaissait la ténacité des fanatiques. « Ils ne s'arrêteront pas, » murmura-t-il. « Pas tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. » De retour à l'appartement de Théo et Julien, le groupe se réunit pour faire le point. Les documents révélaient l'ampleur du complot. Les fils de l'ordre avaient prévu de perturber le gala universitaire avec une attaque ciblée, utilisant Théo comme symbole de leur croisade contre les droits LGBT. Mais grâce aux preuves, la police, désormais informée par les SELS, pouvait intervenir officiellement. Théo, épuisé, s'appuya contre Julien. « Pourquoi nous haïssent-ils autant » demanda-t-il, la voix brisée. Marc, assis en face, posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas toi qui haïssent, fiston. C'est ce que tu représentes, la liberté d'être toi-même. » Julien, les yeux brillants, ajouta « Et on ne les laissera pas gagner. » Claire, observant la scène, sentit une chaleur inattendue dans son cœur. Ces 3 hommes, malgré leurs différences, formaient une famille unie par l'amour et la résilience. Le soir du gala, la salle de réception de l'université était illuminée par des lustres scintillants. Théo, vêtu d'un costume élégant, monta sur scène pour son discours. Julien et Marc, assis au premier rang, l'observaient avec fierté. Les SELS, dispersés dans la foule, surveillaient chaque mouvement. Théo prit une profonde inspiration. « Ce diplôme, ce moment, représente plus qu'une réussite académique, » commença-t-il, sa voix claire et assurée. « C'est une victoire pour tous ceux qui ont été rejetés, jugés ou réduits au silence. Je suis ici aujourd'hui grâce à l'amour de mon père, de mon partenaire, et de ceux qui se battent pour un monde plus juste. » La foule applaudit, mais un cri soudain brisa l'élan. Victor, le leader des fils de l'ordre, avait infiltré le gala avec un petit groupe. Il brandissait des pancartes et hurlait des slogans haineux. Mais avant qu'ils puissent aller plus loin, les SELS intervinrent, les neutralisant en quelques secondes. Théo, imperturbable, continua son discours. La haine ne gagnera jamais, parce que l'amour est plus fort. Les applaudissements redoublèrent, noyant les derniers échos de la protestation. Après le gala, Victor et ses complices furent arrêtés grâce aux preuves fournies par Théo, Julien et les SELS. Les documents, combinés aux enregistrements de Claire, révélèrent un réseau plus vaste, impliquant des politiciens locaux et des donateurs influents. La police française, sous pression internationale, lança une enquête approfondie. Théo et Julien, enfin libres de la menace, purent respirer. Ils passèrent la soirée dans leur appartement, entourés de Marc et des SELS. Claire leva un verre de vin rouge. « À la famille, » dit-elle, un sourire rare sur les lèvres. Marc, pour la première fois depuis longtemps, rit. « À la famille », répéta-t-il,
en regardant Théo et Julien. Les jours suivants, Théo réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il avait toujours vu son père comme un homme dur, fermé, mais il comprenait maintenant la profondeur de son amour. Marc, de son côté, apprenait à lâcher prise sur ses peurs, à accepter que le monde changeait, et que l'amour de son fils était une force, pas une faiblesse. Julien, toujours pragmatique, commença à organiser des réunions avec d'autres étudiants LGBT pour créer un réseau de soutien à l'université. « On ne peut pas laisser ça se reproduire », dit-il à Théo. « On doit se battre, pas seulement pour nous, mais pour les autres. » Les SEALS, leur mission officieuse terminée, se préparaient à quitter Lyon. Mais avant de partir, Claire rendit visite à Marc. « Vous avez été un sacré atout, » dit-elle. « Si vous voulez reprendre du service, » Marc secoua la tête. « Ma mission, c'est ma famille maintenant. » Théo et Julien, main dans la main, regardèrent les SEALS partir. Ils savaient que cette rencontre avait changé leur vie. Ils n'étaient plus seuls dans leur combat. Les semaines qui suivirent furent marquées par un calme relatif. Théo et Julien, soutenus par Marc, commencèrent à reconstruire leur vie. L'université, secouée par le scandale, mit en place de nouvelles politiques pour protéger ses étudiants LGBT. Théo, devenu une figure d'inspiration, fut invité à parler dans d'autres établissements, partageant son histoire avec une éloquence qui touchait les cœurs. Marc, de son côté, trouva un nouveau sens à sa vie. Il rejoignit une association de vétérans qui aidait les familles à surmonter les traumatismes. Pour la première fois, il parla ouvertement de son passé, de ses luttes et de l'amour qu'il portait à son fils. Julien, toujours à l'écoute, encouragea Théo à écrire un livre sur leur expérience. « Tu as une voix, Théo. Utilise-la. » Théo sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Seulement si tu dessines la couverture. » Un matin, une lettre arriva de la part de Daniel Carter, l'officier américain sauvé par Marc. Elle était brève mais sincère, remerciant Marc pour son courage passé et présent, et offrant son soutien pour tout ce dont la famille pourrait avoir besoin. À la fin, il écrivait « Vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, vous sauvez celle des autres par votre amour. » Théo lut la lettre à voix haute, les larmes aux yeux. Marc, ému, serra son fils dans ses bras. « Je suis fier de toi, fiston. » Un an plus tard, Théo et Julien se tenaient sur les berges de la Saône, regardant le soleil se coucher. Leur livre, L'amour plus fort que la haine, venait d'être publié, et les retours étaient bouleversants. Ils avaient transformé leur douleur en une force pour les autres. Marc, désormais un pilier de leur vie, les rejoignit. « Vous savez, je n'ai jamais été doué pour les mots, » dit-il, un sourire timide sur les lèvres. « Mais vous deux, vous m'avez appris ce que ça veut vraiment dire d'être fort. » Théo serra la main de Julien, puis celle de son père. « On l'a fait ensemble, papa. » L'histoire de Théo, Julien et Marc se répandit au-delà de Lyon, inspirant des communautés à travers la France et même à l'international. Leur livre devint un symbole de résilience, un cri de ralliement pour ceux qui se battaient pour être aimés et acceptés. Les fils de l'ordre, affaiblis par les arrestations et les révélations, perdirent leur influence, mais Théo savait que la lutte pour l'égalité était loin d'être terminée. Un soir, lors d'une conférence à Paris, Théo monta sur scène aux côtés de Julien. Marc, dans le public, applaudissait avec une fierté qu'il ne cachait plus. « Nous ne sommes pas seulement une histoire d'amour, » déclara Théo. « Nous sommes une histoire de courage, de famille et de la volonté de construire un monde où personne n'aura à avoir peur d'être soi-même. » Des années plus tard, Théo et Julien se marièrent dans une petite église de campagne, entourés de leurs amis, de Marc et même de Claire, qui avaient fait le voyage depuis les États-Unis. La cérémonie était simple, mais chaque regard, chaque sourire, portait le poids de leur victoire. Marc, désormais grand-père adoptif des enfants que Théo et Julien accueillirent dans leur foyer, regardait ses petits-enfants jouer dans le jardin. Il pensa à toutes les batailles qu'il avait menées, sur les champs de guerre et dans son cœur. « L'amour, murmura-t-il à lui-même, c'est la seule guerre qui vaille la peine d'être gagnée. » Le soleil se couchait sur Lyon, baignant la ville d'une lumière douce. Théo, Julien et Marc, unis par un lien indéfectible, continuaient leur chemin, portés par la conviction que l'amour, malgré tout, triomphe toujours. Leur histoire, gravée dans les cœurs de ceux qu'ils avaient touchés, était un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir, porté par des héros inattendus, qu'ils soient soldats, pères ou amoureux.